Retour sur le plateau du secrétaire général de l'enseignement catholique avec trois invités. On continue notre périple, balade, promenade, choisissez ce que vous voulez. En Bretagne, nous restons dans le Morbihan, nous y étions il y a quelques instants avec le président du conseil départemental, M. Goulard, et ancien maire de Vannes. Et nous avons la chance d'accueillir maintenant le nouveau maire de Vannes, monsieur Robot, M. David Robot. Nous avons le plaisir également d'accueillir M. Ronan Lessard, qui est chef d'établissement pas très loin d'ailleurs de Vannes, à Elvin. Et vous êtes, monsieur Lessard, également vice-président du SYNADEC, le syndicat des chefs d'établissement. Et puis nous le gardons avec nous. Nous gardons avec nous monsieur Gouraud, Stéphane Gouraud, directeur diocésain du Morbihan. On va aborder peut-être un thème en particulier qui est celui de la mixité, on va appeler ça comme ça, on peut appeler ça autrement, on peut appeler ça de la solidarité humaine, on peut appeler ça de l'humanité, on peut appeler ça comme vous voulez. L'entre-soi n'est ni la solution ni notre vocation, c'est ce que disait le nouveau secrétaire général de l'enseignement catholique, M. Philippe Delorme, suivant en cela ce qu'avait fait, ce qu'avait dit son prédécesseur, Pascal Balman, auparavant. L'engagement en faveur de la mixité sociale sera poursuivi, ça c'est clair, et on est là justement pour en parler à l'échelle, en l'occurrence d'un département, à l'échelle d'un diocèse, à l'échelle d'une ville. Monsieur Robot, c'est un thème important parce que on a souvenir très présent d'avoir entendu M. Goulard parler de ce département en des termes, j'allais dire, d'exemplarité. Mais il n'y a pas que des choses agréable à dire, il y a aussi parfois des situations douloureuses que vous êtes aussi, vous comme maire et vous, monsieur Lessard, comme chef d'établissement, obligé de gérer. Comment est-ce que vous gérez ? Quelle est la dimension d'ailleurs du sujet ? Alors effectivement, sur une ville comme Vannes, 55 000 habitants, nous avons deux quartiers en politique prioritaire de la ville, ce qu'on appelle les QPV, avec essentiellement à 95% de l'habitat social. Avec des gens QPV, c'est quoi ? Quartier prioritaire de la ville. D'accord. Okay. Les UP, les S, comme on les appelait par le passé, avec sur chaque quartier entre 6 et 7 000 habitants, avec des gens qui sont en très très grande précarité. Vous avez effectivement différentes populations, différentes religions, différentes nationalités. Il faut vivre ensemble sur ces territoires. Et puis l'enseignement catholique, à travers ces écoles qui sont présentes sur ces deux secteurs, Françoise d'Amboise à Minimur et Sacré-Cœur sur Carcado, et ce facteur d'équilibre, parce que j'ai le sentiment, en connaissant bien les deux directeurs d'école, c'est une mixité voulue et pas subie. Et j'ai l'impression que Luc Daudrin et Madame Roux sur Minimur, effectivement, font une force de cette mixité, et c'est de tirer les familles, les enfants vers le haut, les sortir de leur quotidien, et s'adapter aussi au rythme de la ville. Ce sont deux écoles qui sont très ouvertes sur la ville. On a une particularité à Vannes pour les sportifs, c'est qu'on a un club de rugby qui est le meilleur club de rugby au nord de la Loire. Et les clubs de rugby, ces professionnels, interviennent à Minimur, dans cette école où il y a sans doute une quinzaine de nationalités, sur une école de 250 élèves, monsieur le directeur, je pense, à peu près. Et elle a aussi mis en place du breton. Dans une école, vous dites, il y a 15 nationalités, donc on voit bien, on tire vers le haut, effectivement, ces enfants qui peuvent être une difficulté. Et la mixité est une richesse et n'est pas une barrière. Monsieur Gouraud, sur le constat ? Voilà, c'est ça. Je pense que la question de la mixité, c'est une question qui doit être portée aussi par les écoles, qui sont des acteurs sociaux locaux. Et par exemple, dans ces établissements-là, on fait un choix non seulement d'accueillir les familles qui font le choix de venir vers nous. On sait très bien que pour elles, ça peut être une chance. Et le fait de venir vers nous, peut-être d'abord pour une question purement géographique, c'est-à-dire pour des questions très pratiques, ça doit se transformer aussi parce que tout ce qu'elles reçoivent, ça doit être des opportunités pour elles de rentrer dans la vie de la société, dans la vie de la cité. Par exemple, l'école Françoise d'Amboise organise un temps qui s'appelle la papothèque, où les familles, les mères de famille sont invitées à venir papoter entre elles. Il y a un temps qui se renouvelle plusieurs fois dans le mois où elles peuvent venir se rencontrer. C'est un temps pour elles. C'est un temps qui est structuré dans l'établissement, donc elles sont à l'abri, elles sont accueillies, c'est pas juste sur le trottoir. Et c'est un moment où la directrice est pas très loin, on peut évoquer des questions d'éducation, des questions de santé éventuellement, enfin voilà, toutes ces questions qui rythment la vie des familles et qui peuvent être pas seulement
échanger comme ça rapidement sur le trottoir, mais aussi structurer un petit peu, éventuellement, avec des questions qui peuvent être, des réponses qui peuvent être apportées par l'établissement. Monsieur le maire parlait à l'instant à la fois de différences d'ordre confessionnel, linguistique, pourquoi pas, de culture. Qu'est-ce qui fait qu'on se tourne vers l'enseignement catholique si on est, je sais pas, musulman par exemple, venant d'autres horizons? Alors, je pense que pour les musulmans, une école catholique, dans ce qu'ils nous témoignent, en soi, ce n'est pas une difficulté, puisque c'est une école qui est d'abord ouverte à la transcendance. Ils ne s'attendent pas à ce que l'école catholique porte ou leur permette de pratiquer leur propre culte. Mais par contre, qu'on ait une vision partagée sur le fait que leur enfant a une dimension d'éternité et a une dimension spirituelle qu'on voit de façon un petit peu différente de leur propre tradition, mais qui est finalement assez complémentaire, et en tout cas on ne la nie pas. Ça, c'est un élément important, et donc c'est une dimension de respect et de reconnaissance mutuelle et partagée. Monsieur le maire? Je pense qu'il y a de la confiance dans l'enseignement privé de la part de ces familles. Et puis tout à l'heure, François Goulard, sur la table ronde précédente, parlait aussi du choix de préférence des écoles de venir dans ces quartiers. Ce n'est pas forcément le choix de l'enseignement public où les instituteurs ou institutrices sont plutôt nommés. Là, il y a un choix d'enseigner dans ces quartiers dits prioritaires, d'y rester et de construire avec les familles et construire avec les autres acteurs du terrain. Ce sont des écoles qui sont très ouvertes. On a un centre social nous, qui est juste à côté. On a un carnaval auquel les équipes enseignantes participent. C'est ça. C'est l'ouverture. Et puis, peut-être que quand on est effectivement musulman pratiquant, il n'y a pas de souci de mettre ses enfants dans une école catholique, justement. Peut-être que c'est moins compliqué pour eux que de dire je vais dans l'enseignement public. Et ils savent qu'il y a ce respect de la différence et de l'échange, tout en respectant effectivement les lois de la République et la laïcité. C'est ce que j'allais vous dire. Il faut qu'ils aient compris d'abord qu'une école de l'enseignement catholique, c'est une école de la République. Oui. Je pense qu'elles l'ont compris pour la plupart des familles. Le témoignage du chef d'établissement, M. Lessard. Écoutez, là, ça se fait lors de... Votre établissement, c'est l'école Saint-Joseph à Elvin, dans le Morbihan, exactement. On est dans On est dans la périphérie vantaise, entre Vannes et Plouermel, pour ceux qui connaissent. Et c'est du primaire? C'est du primaire, oui. 580 élèves actuellement. Et cette rencontre se fait lors de l'inscription. À partir du moment où on a un projet clair, on échange, et finalement, on se rend compte que voilà, ça se fait sans trop de difficultés. Et puis quand il faut de temps en temps recadrer, on rediscute, on reçoit. Moi, j'ai pour habitude de dire que maintenant, 90% ou 85% de mon temps, c'est la rencontre et l'écoute. Alors j'ai la chance d'être dans une structure complètement déchargée, ce qui me laisse aussi du temps pour recevoir. Qu'est-ce que vous entendez par structure complètement déchargée? C'est-à-dire qu'au-delà de 14 classes, le chef d'établissement ne fait plus cours. Donc c'est mon cas, moi j'ai 21 classes, donc je n'assure plus de cours. Donc je suis là pour tout ce qui est administratif et puis aussi recevoir toutes les familles au quotidien. Et ça laisse du temps, c'est une réelle chance, vraiment un atout. Quand vous dites il faut parfois recadrer, c'est quoi le recadrage? C'est quoi les hypothèses de recadrage? Avec toutes sortes de familles, hein. Vous savez, j'ai quitté mon établissement hier soir, on est sur une problématique particulière, j'ai donné quelques instructions, la famille je vais la recevoir jeudi matin. C'est une famille qui habite du Cru, hein, qui habite la commune, mais on est obligé en termes d'éducation, en termes d'instruction, on est obligé de temps en temps de recadrer parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui dérape. Et par rapport au bien de l'enfant, on est obligé d'intervenir. Et on n'hésite pas. Monsieur le maire. Une petite anecdote qu'on a connue avec Stéphane Gouraud il y a 2 ans, et je l'apprécie énormément, c'est la directrice départementale de l'éducation nationale, Madame Favreau, pour ne pas le nommer, qui réunit les chefs d'établissement privés et publics, plutôt au niveau des collèges et des lycées, et le maire que je suis, même si ce n'était pas ma compétence, pour dire voilà, enseignement privé, il faut faire des efforts dans la mixité. Et quand l'enseignement privé a donné les chiffres effectivement des enfants qu'elle accueillait en collège, lycée, on s'est aperçu effectivement qu'il y avait autant de mixité dans l'enseignement catholique privé qu'il y en avait dans l'enseignement public. À la grande surprise effectivement de l'institutrice d'académie. Je ne sais pas si vous en souvenez, Stéphane. Oui. Voilà. La mixité, elle est à tous les étages de l'enseignement catholique, du moins à Vannes. Monsieur Lessard. Et je parle sous couvert du directeur de Cézanne, mais on a reçu récemment une note concernant les mineurs non accompagnés. On est là pour tout le monde, on reprend exactement les propos du secrétaire général de l'enseignement catholique. Et on est vraiment là pour tout le monde, on est prêt à les accueillir. Je sais qu'il y a des collègues qui ont des mineurs non accompagnés qui se sont présentés, qui sont accueillis et on fait ce qu'il faut
on fait ce qu'il faut au quotidien. Monsieur Gouraud. Oui, sur ce champ-là, par exemple, on a ouvert une unité pédagogique d'accueil des enfants allophones qui est actuellement à cheval sur 2 collèges, le collège Saint-François-Xavier et le collège du Sacré-Cœur, qui sont des collèges de centre-ville de Vannes. Et donc on fait exprès que ces jeunes qui sont parfois en difficulté, qui sont non accompagnés, donc d'un point de vue éducatif, c'est compliqué pour eux. Voilà. On souhaite les mettre dans un collège dans lequel ils sont au milieu de jeunes qui peuvent les accueillir, qui peuvent leur ouvrir les portes voilà, d'une scolarité dans laquelle ils sont tout à fait à l'aise. On a donc un poste qui est complètement dédié à leur apprentissage à l'apprentissage de la langue pour eux, et puis à l'apprentissage, pour certains d'entre eux, ils ont une scolarisation qui est vraiment très très sommaire, et donc il faut leur permettre de rattraper le niveau scolaire voilà, pour qu'ils aient un niveau correspondant à peu près à celui de leur âge, hein, puisqu'ils ont, quand ils arrivent, ils ont souvent 16 ans, 3/4. Voilà. Bon. Oui, monsieur le maire. Heureusement qu'on a su appréhender effectivement cette mixité, cet accueil d'enfants étrangers ou mineurs non accompagnés. Pendant très longtemps, les migrants, les réfugiés, quels qu'ils soient, économiques ou climatiques, restaient à Paris, en région parisienne ou sur les très grandes métropoles. Aujourd'hui, une ville comme la mienne, effectivement, accueille et va devoir accueillir encore plus dans les années à venir, effectivement, ces familles déracinées. On a accueilli, excusez-moi, certaines familles d'Irak aussi, etc. Et ça, comme on sait déjà le faire à Vannes, le choc sera moins difficile quand on aura un nombre plus important de familles qu'on va devoir prendre en charge. Beaucoup de témoignages depuis ce matin vont un petit peu dans le même sens, à savoir que l'une des qualités que l'on prête à l'enseignement catholique, c'est précisément la qualité de ses parents d'élèves. Hein. Ce sont des gens qui sont bénévoles, qui sont très proches de leurs enfants, qui sont très proches des directions en l'occurrence. Est-ce que ça ne pose pas justement un problème quand il s'agit de familles peut-être qui sont plus difficilement proches de cet enseignement, qui ont peut-être plus de difficultés dans le contact avec les accompagnants ou avec l'encadrement de l'école? C'est plus Renan Lessard qui pourra répondre à cette question, mais ce n'est pas mon sentiment. Non, on est vraiment là pour ça. Moi, j'ai un très très bon souvenir d'une famille kurde qu'on a accueillie il y a quelques années. Pour différentes raisons, l'aîné avait des difficultés et était un enfant autiste. Et ma plus grande joie, c'est de l'avoir recroisé il y a quelques semaines dans Vannes et de le voir avec un sourire s'épanouir et le papa venir vers moi discuter. Donc je me dis quelque part, on a réussi à intégrer ces gens-là, à leur faire comprendre qu'on était là pour les aider. Et puis ça se fait, on va dire, c'est pas toujours simple au départ, mais assez naturellement. Et pour ça, il faut du temps. Il faut prendre le temps. Et l'exemple de la papothèque de Françoise d'Amboise sur Vannes est un exemple. C'est très innovant ce que fait ma collègue. Elle reçoit effectivement les mamans un mercredi matin ou 2 mercredis matins, alors qu'elle n'est pas obligée de le faire, si vous voulez. Hein. Elle est là, elle se met à disposition. Et elle met l'école, elle fait rentrer les familles dans l'école. Et souvent, ces familles peuvent avoir une certaine appréhension de l'école, etc. Et là, au contraire, on se met à disposition et on discute autour de la table et on avance ensemble. C'est ça qui est primordial. Monsieur Gouraud. Oui, vous dites la richesse de l'enseignement catholique, c'est ses familles, mais en fait, la richesse de tout enfant, c'est sa famille. Hein. Ce qui nous importe, nous, c'est comment est-ce qu'on peut travailler le lien entre sa famille et les établissements. Et l'autorité des chefs d'établissement et l'autonomie ou la liberté dont ils disposent en termes d'initiatives qu'ils peuvent prendre leur permet de trouver les bons lieux, d'ajuster en fait la structure de leur établissement et les lieux de contact et de coordination avec les parents d'élèves. Et c'est vraiment ça qui me semble important, c'est que les parents venant dans l'enseignement catholique, il y a un contrat qui est plus ou moins implicite, parfois il faut que ce soit très explicite, il faut leur demander, mais on leur demande d'être présents, on leur demande de s'engager aussi dans la vie de l'établissement, parce que le bénévolat, pour nous, fait partie intégrante de notre modèle économique. Donc on a besoin d'eux, on a besoin de leur présence. Monsieur Robot, le bénévolat fait partie du modèle économique? Oui, le bénévolat fait partie plus que de bénévolat, je parlerais d'engagement. Effectivement, d'engagement pour la communauté dans son sens large du terme, qu'elle soit là sur l'établissement scolaire ou pas. Renan Lessard le disait, je pense que c'est à nous d'ouvrir les bras. Effectivement, qu'on soit directeur diocésain, qu'on soit maire, qu'on soit directeur d'établissement, les gens n'osent pas
Je vais reprendre cette phrase de Jean-Paul II, n'ayez pas peur. Et je crois que c'est ça. C'est notre rôle, c'est de dire n'ayez pas peur. Vous avez votre place parmi nous, quelle que soit votre histoire, quel que soit votre niveau social, quel que soit le pays d'où vous venez, parce que l'enseignement catholique, c'est j'accueille tout le monde. Si je peux me permettre, j'ai un autre exemple aussi Allez-y, sympathique. monsieur Lessard. Vous savez, tous les ans, en fin d'année, on organise des kermesses pour remplir un petit peu les caisses pour aider les élèves pour différentes sorties et autres projets. Et un souvenir aussi sympathique, c'est qu'en Bretagne, on mange beaucoup de crêpes. Hein, là, on a 2 familles qui sont venues avec leur spécialité locale, ce qu'elles faisaient quand elles étaient en Turquie, qui nous ont apporté leur dessert favori. Et on s'est mis à vendre les desserts favoris à côté des crêpes. Et tout le monde était content de pouvoir goûter autre chose que des crêpes finalement. Et ça, c'est une richesse aussi. Là aussi, il y a de la rencontre. Et le bénévolat, moi, j'y crois. Je suis à l'aube, alors je vais parler un tout petit peu de moi, mais je suis à l'aube d'une grosse manifestation qu'on organise depuis 18 ans sur l'établissement. C'est le week-end prochain. C'est un marché de Noël qui existe depuis 18 ans. On accueille 17 000 visiteurs en 2 jours. J'ai 200 bénévoles qui sont sollicités sur les 2 jours, le samedi, du samedi matin jusqu'au dimanche soir. Et on vit un truc extraordinaire. Les masques tombent. Il n'y a plus d'enseignants, il n'y a plus de chefs d'établissement. Tout le monde est là pour mettre la main à la pâte et on avance tous ensemble. Et pour nous, c'est vital, cette action-là. Vraiment vital. Cette école que vous décrivez tous les 3, elle est aussi, monsieur le maire, une réponse aux quartiers difficiles. Oui, bien sûr que oui. C'est un élément de stabilité, l'école. C'est un endroit où on essaie de laisser ses problèmes dehors, quels qu'ils soient. Et c'est un endroit qu'on n'attaque pas, dans le sens noble du terme. Ça doit rester effectivement un îlot de sérénité, une école. À l'heure où on attaque Chez les moi, pompiers, vous croyez que... Comment ? À l'heure où on attaque des pompiers, vous pensez que l'école peut quand même être un îlot de sérénité ? Oui, c'est mon sentiment, parce que c'est à nous de passer ce message aussi, de cet îlot de sérénité. Moi, je vis dans une ville de province, 55 000 habitants, même s'il y a 2 quartiers prioritaires. Je ne suis pas confronté aux difficultés que rencontrent mes collègues maires en région parisienne, ou à Marseille, ou à Lyon, ou dans d'autres grandes villes. On arrive à se préserver de cela, parce qu'il y a de la proximité entre l'enseignement catholique, entre les services de la ville, avec des rapports avec l'enseignement public. On ne se regarde pas en chien de faïence, on essaie d'avancer ensemble, on se voit régulièrement tous ensemble. Voilà, chacun avec sa différence et le message qu'il souhaite faire passer. Mais je pense que cette façon de fonctionner devrait, je touche du bois, nous permettre à l'avenir d'échapper à ces grands problèmes dont sont confrontés notre société. Et puis il faudra aussi qu'un jour, on se pose effectivement la question de la mixité sociale au-delà de l'école, dans ces quartiers prioritaires, parce que la mixité sociale, elle n'existe pas dans ces quartiers. Elle n'existe pas. On a fait des grands plans de rénovation urbaine. J'aime beaucoup Jean-Louis Borloo, j'ai beaucoup de respect pour Jean-Louis Borloo. On a fait reconstruire. On n'a pas fait disparaître la précarité, les difficultés des familles. Ils ont un bel appartement tout neuf, un T4, ça consomme un peu moins d'argent, mais ils n'ont toujours pas de travail, pas de voiture pour se déplacer et très peu d'argent. Donc il faut changer notre mode d'appréhension de ces quartiers pour y maintenir des établissements scolaires, parce que ces quartiers perdent de la population. Moi j'ai un quartier prioritaire chez moi, il y a 1200 logements, il y a 22% de logements libres, vacants. Personne ne veut y aller, alors que ce sont les moins chers. Donc à un moment, on pourrait être confronté, enseignement public comme catholique, à un certain communautarisme dans les écoles, donc il faut vraiment se méfier. Parfois, je m'interroge, et pas qu'à Vannes, sur aussi l'enseignement privé hors contrat, qui gagne beaucoup d'élèves. Est-ce qu'il y a un message derrière ? Est-ce qu'il n'y a pas de message derrière ? Pourquoi on va vers ce type d'enseignement qui est sensiblement le même que l'enseignement catholique privé classique ? J'ai des interrogations par rapport à cela. Parce qu'il y a souvent l'idée d'une communauté précisément derrière, non ? C'est ce qu'il faut éviter. C'est ce qu'il faut vraiment éviter, oui. C'est ce que Mme Gattel, qui aurait pu être là si elle n'avait pas été retenue, aurait pu nous expliquer, puisque la loi qui porte son nom était précisément sur ce thème-là. L'école antidote contre le communautarisme, M. Gouraud, c'est aussi un thème qui vous parle ou dont vous espérez la validité ? Oui, je pense que le propre de l'enseignement catholique, c'est que on a à la fois un projet qui est fort et autour duquel les parents peuvent se retrouver, et en même temps, ce n'est pas le projet des parents. Le propre des établissements hors contrat dont on parle, c'est que justement on se retrouve sur un projet, mais finalement les parents ont la main sur ce projet.
Et donc, il peut y avoir des périodes où ça se passe bien, mais c'est fragile. Ça dépend de l'influence de quelques familles. Le propre de l'enseignement catholique, c'est que les parents sont associés, on leur demande de participer à un projet, mais ce projet, il y a une certaine permanence dans le temps. C'est le travail de la tutelle, c'est le travail de l'accompagnement, soit par les congrégations, soit par l'enseignement catholique, pour faire en sorte que ce projet reste référé à ce qu'on souhaite, voilà, ce que l'enseignement catholique vraiment veut. Je pense que ça peut être une possibilité d'intégration sociale parce que les familles qui sont invitées, je pense par exemple à l'école de Sainte-Bernadette. L'école de Sainte-Bernadette, c'est une école qui s'est transformée, qui est devenue une école Montessori, sous contrat d'association. Elle est où cette école? À Vannes. À Vannes, dans un autre quartier. Vers Conlo pour ceux qui nous écoutent, qui nous regarderont. Voilà. Et c'est pas un quartier poétique de la ville, mais il y a des lieux populaires qui sont et les familles viennent vers cette école. C'est pas des familles qui ont choisi la pédagogie Montessori, mais par contre elles bénéficient de tout ce qui va autour. C'est-à-dire que les familles sont invitées à participer à la vie de l'école. Il y a un potager communautaire et donc les familles participent et se retrouvent aussi autour de ce potager. Et du coup, on voit que ça permet de sortir de son groupe ou de son milieu social peut-être, mais de se retrouver dans un projet qui est référé autour de la construction d'une citoyenneté la plus ouverte et la plus positive. Je rejoins M. Gouraud parce que cette école, je parle sous votre contrôle, mais il y a 5 et 6 ans, on aurait pu se poser la question de la fermeture de cette école qui avait moins de 45 enfants à un moment. Ouais. Aujourd'hui, on a repassé la barre des 100 enfants avec une mixité, effectivement, des gens qui viennent des HLM juste à côté, des gens qui viennent d'un peu plus loin, sur une pédagogie, effectivement, qui a su rassembler, ouvrir et s'ouvrir. Est-ce que, et ce sera ma dernière question à vous trois, est-ce que l'enseignement privé est suffisamment associé à la politique d'éducation prioritaire du ministère? La réponse est non. La réponse est non. Elle pourrait l'être davantage. On parle de quel niveau là? Elle n'est pas associée du tout? Il faut écouter les gens qui sont sur le terrain, ceux qui sont au contact quotidien des enfants, des familles. On n'a pas très loin de ce quartier une école qui s'appelle l'école Saint-Gouin, qui est aussi sous la responsabilité de l'enseignement catholique, qui est juste au-dessus de la gare, qui est collée au quartier prioritaire de la ville, qui a la méthode Artigal, français, anglais, breton, des enfants en très grande précarité, mais des enfants qui, quand ils font les 3 langues depuis la maternelle, ont systématiquement la moyenne, quel que soit leur niveau social, au collège et au lycée, et sont même dans les meilleurs élèves. Voilà. Donc il y a des résultats sur lesquels il faut s'inspirer, et il faut écouter les gens qui sont sur le terrain. Monsieur Gouraud. Voilà, est-ce qu'on est suffisamment associé? Je ne sais pas, mais en tout cas, l'enseignement catholique fait des efforts depuis un certain nombre d'années. Chaque année, on mobilise des moyens. Au niveau national, c'est un choix qui est fait et qui est fort. On reçoit aussi et on met en œuvre cette politique. On met en œuvre des postes pour des ULIS, pour des postes d'adaptation, et on fait en sorte que, on puisse les implanter de la façon la plus judicieuse possible pour pouvoir avoir un rôle social et un rôle local. Voilà. Alors c'est vrai que s'il y avait plus de moyens, on pourrait les utiliser aussi toujours conformément à cette orientation. Il faut davantage vous écouter, Monsieur Lessard. Et quand on parle de l'école inclusive un petit peu, parce que je vous ai écouté aussi ce matin, moi je le vis de très près. J'ai beaucoup de mal à accepter, on reçoit des enfants avec des notifications, et j'ai beaucoup de mal à accepter qu'on n'ait pas les moyens pour encadrer ces enfants sur le terrain. Parce que ce matin, lors des différentes tables rondes, c'est pas si simple que ça. La loi existe, ces enfants-là ont un droit qui n'est pas tout le temps respecté. Et croyez-moi, je suis monté jusqu'au défenseur des droits il y a encore 3 semaines pour faire en sorte d'avoir quelqu'un dans mon établissement pour un enfant en particulier. D'autant plus qu'on avait quelqu'un en début d'année qu'on nous a retiré le 30 septembre, on ne sait pas pourquoi. Et il y a quand même, quand monsieur le maire de Vannes dit il faut écouter les gens de terrain, je pense qu'effectivement, il faut vraiment que notre parole soit entendue parce que quelque part, on est tout seul sur le terrain. Et quand on a un souci de cet ordre-là, c'est l'enfant qui a le droit à quelque chose qui se retrouve tout seul, c'est la classe qui peut être en difficulté, c'est l'enseignante qui est en difficulté, c'est un tout. Et c'est vraiment primordial. Cette histoire de PIAL, de pôle inclusif, là, j'espère que ça va vraiment se mettre en place et qu'on va vraiment pouvoir être entendu à ce niveau-là. Il vous répond en combien de temps, le défenseur des droits? Pardon? Il vous répond en combien de temps, le défenseur des droits? Écoutez, ça a mis une petite quinzaine de jours. C'est pas mal. C'est plutôt pas mal, avec une réponse, on va dire, assez positive. Voilà. Merci messieurs, merci monsieur le maire. Bientôt en campagne, monsieur le maire?
depuis le premier jour du mandat en 2014, mais beaucoup en campagne, surtout à partir de janvier 2020. Les thèmes d'éducation, ça joue? Oui, oui, bien sûr que ça joue. Ah oui, ça joue. Moi, j'ai la chance, dans ma ville, même si parfois la presse écrit le contraire, d'être une ville moyenne qui ne perd pas de population, en général, et qui a le même nombre d'enfants scolarisés, publics et privés, qu'en 2014. Alors que généralement, les familles, vous avez 30 ans, vous mariez, vous paxez, vous vivez parfois à la colle, comme on disait dans le temps, vous souhaitez un pavillon à 10 km de Vannes avec un jardin, vous mettez une balançoire, une table, 4 chaises et un barbecue. J'arrive au prix de beaucoup d'efforts à maintenir les familles chez moi, malgré un mobilier qui est parfois un peu déraisonnable. Merci à vous, bonne campagne. Merci et on se retrouve tout à l'heure. Merci messieurs pour vos éclairages.